Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast Hockey sur demande sur les ondes d'Être Chemin Télé, édition du 27 avril 2026. On baigne dans les séries éliminatoires présentement. C'est sûr qu'au moment où vous allez écouter le podcast, ça va être quand même assez avancé dans la première ronde. Mais chose certaine, on a déjà droit à du très bon hockey là, dans pas mal toutes les séries. Honnêtement, il y a peut-être Dallas, Minnesota qui s'est parti un petit peu sur un flat là, du côté des Stars. On va souhaiter que ça va se replacer. Mais on va discuter de tout ça tantôt. Mais avant, Stéphane, comment ça va de ton côté? Ça va bien, ça va bien. Des bonnes nouvelles cette semaine. Ben ouais! Vous allez écouter ce podcast-là. La veille, j'aurai été au Canadien, donc on a appris ça dans le dernier podcast. Là. J'ai regardé la surprise pour la fin, mais non, on a des bonnes séries, honnêtement. Puis c'est un moment de l'année que j'adore. C'est mon bonbon à moi, là, les séries de la LNH. C'est là que ma femme m'appelle plus par mon nom, me texte et m'appelle au téléphone, savoir si je suis encore vivant après quelques jours. Et c'est là que tu lui dis c'est urgence 911 avant moi. Je suis même pas une option, moi, de mon côté. Exact. Comme dans le temps avec les beepers, là, tu sais, dans ton numéro 911 à la fin. Non, pour faire sa part, je suis un gars qui adore regarder le hockey, vous le savez. Mais les séries, pour moi, c'est du bonbon. Donc, tant mieux. On baigne dedans, Max. Puis, à la date, on a des bonnes séries. J'ai hâte de voir ça. Aujourd'hui au programme, on va terminer le tour d'horizon des équipes qui sont maintenant éliminées parce qu'il restait une petite course là, dans l'association de l'Ouest lors du dernier podcast. Donc, on n'a pas pu faire le tour d'horizon complet. Donc, on va finir ça ce soir. Et ensuite, on va parler des séries de la LNH. Mais on ne fera pas nos prédictions. On ne fera pas là, un tour d'horizon de qu'est-ce qui s'est passé. Si vous voulez voir ça, on en a parlé dans notre dernier direct de Hockey sur demande. Juste aller voir la chaîne YouTube Hockey sur demande et vous allez voir là, tout ce stock-là. On va juste pas se répéter. Mais on va aborder les séries quand même, mais d'une autre façon, sous d'autres angles là, pour garder ça un petit peu intéressant et pertinent. Exact. Mais avant toute chose, Stéphane, je veux qu'on fasse un petit tour d'horizon là, rapide de nos équipes locales, parce qu'il y a quand même quelques nouvelles aussi là, qui sont sorties. Ben, en fait, deux majoritairement. Là, le Bellé Construction là, de la Ligue M25, Beauce et Chemin. On se rappelle que eux, leur série, c'est sous forme de tournoi. Eh bien, malheureusement, pour le Bellé Construction, ça s'est terminé alors qu'ils jouaient là, dans le tournoi samedi dernier contre le SPP Metal Tech de Saint-Éphrem. C'était en demi-finale et on a malheureusement perdu ce match-là 7-4, mais il y a quand même eu 2 buts dans des filets déserts, donc c'est en réalité une défaite de 5-4 si on veut. Un match quand même serré jusqu'à la toute fin, mais malheureusement pour le Bellé Construction, on n'a pas réussi à avoir le dessus là-dessus. Mais quand même, on va leur féliciter là, pour leur beau parcours là, dans ce tournoi-là. Quand même, demi-finale, c'est pas gênant du tout. Et sinon, on va terminer ça avec une petite nouvelle de hockey mineur, Stéphane, alors qu'on a des champions régionaux du côté des Castors de Prolac, là, les M13A, qui ont remporté leur finale dans le championnat régional Banque Scotia HQCA avec une victoire par la marque de 3-2 face au gouverneur de Sainte-Foy. Si on se fie à la publication sur Facebook de l'équipe, là, ça a été un match intense, rempli d'efforts et de détermination et d'esprit d'équipe, et on a réussi à aller chercher ce championnat-là. Donc, félicitations aux Castors M13A pour leur championnat de ce côté-là. Donc, ouais, bel applaudissement pour nos jeunes du côté des Castors. Sinon, Stéphane, allons-y maintenant avec la suite de notre tour d'horizon des équipes. Il en reste 3 dans l'Ouest, parce que dans l'Est, évidemment, les dés étaient déjà joués lorsqu'on s'était parlé la semaine passée, donc il n'y avait plus d'équipes. Là. On savait qui allait faire les séries, en fait. Donc, on a pu là, pas mal discuter des équipes là, de l'Est, mais il en restait 3 dans l'Ouest. Et je veux qu'on commence avec une équipe qui a quand même, on va se dire, a quand même bien rebondi face à la saison précédente. Je veux parler des Prédateurs de Nashville. La saison dernière, ça a été difficile là, avec 68 points seulement, 38 victoires, plutôt 30 victoires en 82 matchs. On a terminé au 8e rang là, dans la course finalement aux équipes repêchées. Là, avec, comme j'ai dit, 68 points. Et cette année, on a quand même bien rebondi. On s'est battu jusqu'à la toute fin. Ça a été une question de 4 points seulement là, qui explique la raison pour laquelle on ne fait pas les séries. On a terminé avec 86 points. Donc, c'est quand même un bon gros bond là, du côté des Preds. Mais, je ne sais pas pour toi, Stéphane, j'ai comme l'impression que les Prédateurs de Nashville se retrouvent un petit peu, si on peut me permettre l'expression, dans le no man's land. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas
Oui, il y a un peu de relève qui s'en vient, mais est-ce que ça va être suffisant pour essayer de les faire passer au prochain niveau? C'est ça que je me pose comme question. Là, évidemment, je parle de Brady Martin là, qui devrait faire son arrivée avec l'équipe. Il avait commencé la saison à Nashville avant d'être retourné dans les rangs juniors. Joachim Kemel, est-ce qu'on va finalement lui donner une occasion de se faire valoir? Ça fait quelques saisons qu'il est dans le giron de l'équipe, puis malheureusement, il n'est pas encore là, à temps plein avec l'équipe. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire du côté des Preds. Est-ce qu'on va faire des ajouts aussi là, durant la saison morte? C'est une autre question qu'on peut se poser. Mais toi, tu te positionnes où, Stéphane, avec les Prédateurs? Je suis à la même place que toi. Hein. On a acheté beaucoup de vétérans, je pense, dans les 3 dernières saisons. Évidemment, Barry Trotz a décidé de démissionner de son poste de directeur général. Il l'avait annoncé, je pense, c'est quoi, au milieu de la saison. Là, il disait que c'était la dernière saison. J'ai l'impression qu'on est dans une zone, comme tu dis, là, le fameux no man's land, là, en bon chinois, comme on dirait. Là. Mais j'ai l'impression qu'on ne sera pas capable d'aller plus loin avec cette équipe-là, malheureusement. On a des bons vétérans, on a de la bonne force offensive, mais notre noyau est vraiment, vraiment vieux. Là, Philippe Forsberg, 31, Steven Stamkos, 36, Jonathan Marchessault, 35, O'Reilly, 35, Eric Ola, 35, Yaman Rossi, 35, Brady Shea, 32. Donc, tu sais, c'est une équipe, je pense qu'on a essayé cette année d'aller chercher un petit peu ce qu'on voulait en fin de saison. Ça n'a pas fonctionné. Évidemment, on a tombé à côte. Il y a aussi Saros 31 aussi, je l'oublie souvent, mais il y a aussi Saros 31. Donc, je pense que ça va vraiment être des saisons quand même difficiles qui vont s'en venir. Je pense qu'on a quand même de la masse salariale intéressante. On a 15 millions dans l'espace. On a beaucoup de choix repêchage l'année prochaine. Là. J'en compte rapidement là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dans les 7 rondes, dont un en première ronde, 2 en deuxième ronde et 2 aussi en troisième ronde. Et là, c'est l'année d'après aussi, parce qu'on a un en première ronde, un en deuxième ronde, et là, on a 4 en troisième ronde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du côté de la nouvelle organisation? Parce qu'évidemment, avec Barry Trotz qui part, on n'a pas encore de DG. Là. En tout cas, moi, j'ai pas vu qui serait le GM là. J'ai pas vu la nouvelle passer si ça s'est fait, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec autant de choix repêchage dans les 3 premières rondes dans les 2 prochaines années. Si on va aller chercher un joueur d'impact, on va essayer de remodeler ce noyau-là qu'on a besoin, ou on va vraiment y aller avec... on va laisser les contrats aller, puis on va donner la chance aux coureurs. Il n'y a pas beaucoup de contrats qui se terminent cette saison, si tu regardes ça. Là. À part c'est là que je m'en allais, parce que quand tu disais qu'on va laisser les contrats aller, mais non, on va avoir encore le même noyau la saison prochaine, comme tu as dit. Là. On a Eric Ola que son contrat se termine. On a Tyson Jones, et qu'on peut penser que Brady Martin va prendre un de ces postes-là. Peut-être Kemel aussi. Quoique Kemel est présentement déjà dans la formation techniquement. Ouais. En défensive, on a Justin Barron qui est joueur autonome avec restriction. Coûtera sûrement pas cher. Et on a Kevin Gravel, là, 34 ans, qui lui va être sans contrat. Fait que ça va être une continuité du côté des Preds. Là où il y a peut-être une bonne nouvelle, si on veut, c'est que Steven Stamkos a ressuscité honnêtement 42 buts cette année. C'est la première fois qu'il atteignait non seulement le plateau des 30 buts depuis qu'il était avec les Prédateurs, c'est seulement sa deuxième saison, vous allez dire, mais quand même, il y avait eu une baisse de régime la saison passée versus sa dernière avec le Lightning. C'est juste pour faire un comparatif. Avec le Lightning et Tampa Bay, il avait terminé avec 40 buts, 41 passes, 81 points, 79 matchs. Et sa première saison avec les Preds, 26 buts, 26 passes, 53 points. Donc, quand même, une pas pire baisse de régime. Et là, il est revenu avec une quarantaine de buts, avec 42 buts précisément et 24 passes. Il y a le bon vieux Ryan O'Reilly qui fonctionne aussi. Malgré ses 34 ans, terminé avec 74 points, 81 matchs. Philippe Forsberg qui a atteint le plateau des 40 buts aussi, avec 75 points. Mais tu sais, on parle de joueurs qui ont 31 ans, un autre qui a 34, un autre qui a 35. T'sais, on est toujours dans ces eaux-là, dans la trentaine. La saison de trop, des fois, elle arrive plus vite que prévu. J'espère pour eux que ce ne sera pas le cas. Mais tu sais, après ça, t'as Luke Evangelista qui a 23 ans, 56 points, donc ça va passer un peu par lui. Mais après ça, tu as Roman Yossi qui est vieillissant à 35 ans aussi. Eric Ola, on a mentionné 38 points, 34 ans. Puis après ça, il n'y a pas de jeunes. Tu sais, Matthew Wood, il a eu 30 points en 71 matchs. Est-ce qu'il va pouvoir prendre un step éventuellement? Ce serait le fun qu'il puisse step up. Là. Un contrat de 2 ans qui s'en vient. Évidemment, il va y avoir un contrat de la Ligue américaine à 2 volets. Mais c'est un gars qui a quand même joué un petit peu de match cette année avec les Prédateurs, 22 ans. Honnêtement, ça pourrait être un joueur qui pourrait se faire une place sur une 3e, 4e ligne avec Brady Martin. Il y a Aiden Fink qui a eu une très bonne saison quand même là, dans la Ligue de l'Ontario, je pense, qui a fini en Ligue américaine, qui peut-être est surveillé dans les prochaines années, mais comme diraient les bons Québécois, le pipeline n'est pas super incroyable non plus avec les Prédateurs, mais
Prédateurs nous ont habitués à repêcher quand même des bons défenseurs, des bonnes défensives. C'est long souvent, mais des joueurs qui peuvent faire la différence. Et évidemment, je pense que le contrat, l'échange de Justin Barron n'a pas aidé le plus. Lui, il va être RFA cette année. Donc, écoute, Max, ça va quand même être difficile. Puis surtout du côté de la défensive, du côté de la Ligue américaine, là, on n'a pas de contrat. Beaucoup de contrats qui se terminent cette année. Il va falloir re-signer. Là, on a vraiment seulement Andrew Gibson, Tanner Molendick, qui sont vraiment les deux jeunes, là, peut-être du futur, mais encore une fois, c'est pas des gars qui vont probablement être des remaniés aussi. Là. Donc, on a vraiment. Moi, je pense que ça va encore crasher pour les prédateurs pour les prochaines années. Du côté de Aiden Fix, c'était dans la NCAA, qui a joué, il a joué avec Pennsylvania State. A fini avec 38 points en 30 matchs. Là, a joué avec Gavin McKenna. En fait, là, c'est la même équipe là, que Gavin McKenna, mais c'est un petit attaquant de 5 et 10, 160 livres. Fait que j'ai hâte de voir s'il va réussir à tirer son épingle. Quoique dans la Ligue américaine, ça va quand même bien, là, 10 points en 6 matchs là, pour terminer la saison. Donc, pas déjà quand même des bons moments chez les professionnels. Sinon, au niveau de la relève, bon, on a parlé un peu, là, j'avais dit Kamel qui a joué 16 matchs la saison dernière, seulement quelques points, là, ça met tout là-dedans, là, pas brûler la ligue. Brady Martin, je pense que c'est le gros morceau qui va arriver à ce niveau-là. Molendyk, j'ai hâte de voir s'il va prendre un step. Là, c'est pas mal le prochain là, à la ligne bleue, à s'établir du côté de la ligne bleue chez les Preds. Mais sinon, David Elstrom, c'est un choix de fin première ronde. C'est pas un gars qui a une bonne saison non plus dans la Ligue américaine. Là, avec, je pense que c'est Rochester, eux autres. C'est Milwaukee. Milwaukee, ça n'a pas connu une grosse saison avec Milwaukee. Fait que, mais il va y avoir un choix repêchage, là, encore une fois. Peut-être pas, il ne sera pas top 5, mais ça va peut-être être début 10, 11, 12, 13 dans ces eaux-là. Fait que ça va quand même être un joueur de qualité qu'on va aller chercher du côté de Nashville. Donc, lentement, mais sûrement, on va essayer de bâtir quelque chose, mais le noyau s'en vient vraiment vieillissant. Donc, j'ai hâte de voir. Là. Puis, tu regardes la saison prochaine, si, mettons, on devait s'écrouler, leur gros morceau à échanger, ça va être Ryan O'Reilly, que son contrat se termine l'an prochain. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui se terminent l'an prochain. T'sais, autant que cette année, là, on n'en a pas beaucoup, mais tu sais, Evangelista va être joueur autonome avec restriction. Même chose pour Matthew Wood, même chose pour Reed Schaefer, Joachim Kemmel, Cole O'Hara, Ozzy Weisblatt. C'est tous des joueurs qui vont être sans contrat après la saison 2027-2028. Donc, ça va probablement être là qu'on va avoir le fameux... le coup de barre. Le coup de barre, mais tu sais, Forsberg est encore signé jusqu'en 2030. Stamkos est signé jusqu'en 2028. Marchessault jusqu'en 2029. Fait que il y a quand même des éléments vieillissants qui sont là encore pour quelques saisons. Et plus que ça avance, moins qu'on a de la valeur. Donc, ça va être plus dur de dépasser à ce moment-là ces joueurs. Ah, puis Stamkos va avoir 38, presque 39 à la fin de son contrat. Marchessault, même chose. Il reste un 4 ans. Là, il va avoir 38-39. Ça va être des contrats qui vont être durs à échanger à la fin de leur année. Là. Puis même pour la dernière saison, ça va être dur à passer l'été. Là, si on va avoir vraiment une chance d'aller transférer ces contrats-là. Mais j'ai l'impression que les prédateurs vont aller pas en pleine reconstruction, mais on va essayer de colmater les brèches avec Brady Martin qui s'en vient. Là. Puis tu sais, Suros, je pense que a démontré qu'il est capable de faire gâter d'un bon gardien de but, mais a besoin d'une bonne défensive. Puis là, à part Yaman Rossi puis Brady Shea, on n'a pas grand-chose dans cette équipe-là. Il y a Ryan Ufko qui a quand même eu une belle petite séquence là, intéressante, là, mais comme j'ai dit, il y a Tanner Molendyk qui devrait s'en venir aussi. Mais si on devait statuer pour la saison prochaine, est-ce qu'on s'attend à statu quo? Là, je parle en termes de performance. Donc, est-ce qu'on statu quo, est-ce qu'on s'attend à une baisse de régime ou à une hausse du côté des prêts? Je pense qu'on va être moins bon. Moi aussi, je pense qu'on va peut-être baisser un petit peu au classement. Là. C'est dommage parce qu'on avait progressé versus l'année précédente, mais là, si on regarde dans le futur, c'est pas si joli que ça non plus du côté de Nashville. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va peut-être pas s'écrouler. Je pense pas qu'on va être un top 3 des pires équipes, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres équipes qui vont peut-être nous passer. Là. Je pense à Chicago, ils ont plusieurs jeunes qui sont arrivés. S'ils prennent un galon, les Jets, les Panthers, qui étaient juste en arrière, là, c'est des équipes qui devraient être meilleures l'année prochaine automatiquement. Ben écoute, tu viens de faire une belle passe à la palette parce qu'on va parler d'une autre équipe. Les Jets. Et voilà! Écoute, on a vendu à la date. Avant d'aller là, on va mettre ça à 2. Là, on va juste se faire un comparatif. L'an dernier, du côté des Jets, eux, ça a été une méchante drop. Là. On parle quand même de 116 points la saison dernière.
Grosse saison du côté des Jets cette année, 82 points. Il y a eu la blessure à la Buck pendant un moment qui n'a pas aidé non plus. Il y a eu, Morrissey aussi s'est blessé lors des jeux aussi. On l'a perdu pendant un petit bout. Mais néanmoins, Stéphane, on a même été vendeur à date limite des transactions et on était quand même dans la course pour faire les séries. Ça s'est décidé encore une fois à la toute fin. Malheureusement, on a terminé ça sur une séquence de 4 défaites de suite. Puis c'est un petit peu ça qui a mis le dernier clou dans le cercueil du côté des Jets parce que sinon, on était quand même compétitif. On réussissait à aller chercher des matchs à gauche et à droite pour rester dans la course. Ton constat du côté des Jets, est-ce que tu t'attendais à une si grosse baisse de régime ou si ça t'a peut-être pris un petit peu par surprise, cette performance-là du côté des Jets? Ben écoute, quand les Bucks s'est blessé, automatiquement, je savais que c'était pour être difficile. Là. Malheureusement, les Jets comptent beaucoup sur leur gardien de but. Oui, on a quand même une bonne première ligne, là, évidemment, avec des Mark Scheifele qui fait des points à côté, Villardy, Kyle Connors qui fait bien aussi, mais je savais que c'était difficile. Là. On n'avait pas vraiment de gardien de but. Eric Comrie a fait ce qu'il a pu, mais c'était pas un gardien numéro 1. On n'avait pas d'autre solution du côté des Jets. Mais on s'est quand même battu jusqu'à la fin. C'est ça qui m'impressionne le plus. Puis on va probablement choisir dans le top 6, top 7 cette année si le mock draft va bien. Donc, ça peut être une année où on peut aller chercher quand même un bon joueur, malgré que notre filiale n'est pas mauvaise. On n'a pas des contrats non plus qu'on signe à long terme. Tu sais, Nate Schmidt, on le paye encore cette année, puis Luke Shen cette année, puis c'est fini après. Après ça, on va avoir des contrats de défenseurs peut-être 5-6e paire, 5-6e défenseur, 3e paire, c'est pas la fin du monde. Puis je pense que le gros contrat cette année, c'est Cole Perfetti là, qui va être RFA à la fin de la saison. Et Jonathan Tate, je pense qu'on va essayer de re-signer pour peut-être 1 an ou 2 aussi, juste voir comment que ça va aller. Mais d'ailleurs, je vais te couper 30 secondes, puisque tu effleures le sujet. Comment tu as trouvé justement le retour de Jonathan Taves? Bon, évidemment, on ne s'attendait pas tant à grand-chose après une longue absence de la sorte. Est-ce que tu aurais espéré en voir plus? Est-ce qu'il t'a déçu? Est-ce qu'il a fait exactement ce que tu pensais qu'il allait faire? Comment tu as trouvé le retour de. Écoute, je pensais. Ouais, excuse-moi d'avoir coupé. Je pense qu'on savait qu'il y aurait un début de saison un peu plus difficile. C'est quoi, le 29 points en 82 matchs? Jouer les 82 matchs, ça, pour moi, c'est déjà très bon. Puis je pense que c'est un gars en fin d'année qui a pris un petit peu un air d'aller. Mais évidemment, si on ne peut pas reposer l'équipe sur un Jonathan Tate, je pense que c'est un gars qui peut apporter beaucoup d'expérience en séries éliminatoires. Mais d'ailleurs, il faut que tu les fasses. Mais je pense que c'est une 3e ligne ou une 4e ligne. Il est encore bon sur des mises en jeu. C'est un gars qui peut faire peut-être une petite différence une fois de temps en temps avec un bon but ou un bon jeu. Mais ça, on le ressigne du côté des Jets, puis on a un gardien de but qui est là toute la saison du côté des Jets. Je suis pas mal sûr qu'il peut aller chercher un 35-40 points. Puis ça va te donner, en fait, ce que tu as besoin sur une 3e ligne ou une 4e ligne du côté de Jonathan Tate. C'est pas un gars qui va jouer dans le top 6 anyway. C'est un gars qui est en fin de carrière, c'est un gars de la place, c'est un gars qui a trimé dur pour revenir 3 deuxièmes années. Tellement, c'est une belle histoire quand même. Donc, je sais qu'il veut jouer là, tu sais. Puis, j'en ai parlé dans l'autre podcast. Et les Bucks s'est un peu ouvert la trappe en disant que personne ne voulait jouer là. Ça, c'est un joueur qui veut jouer là. Donc, moi, si je suis les Jets, mais pourquoi pas y offrir un contrat de 2 ans à quoi? 1,5 million, 2 millions par année, ça ne change plus rien. À cette heure, la commerce salariale va tellement augmenter. Mais c'est pas un gars qui peut pas te faire mal, là. Tu sais, il a joué les 82 matchs en plus cette saison. Donc, moi, je dirais qu'un. J'ai pas été déçu, mais je m'attendais pas non plus à ce qu'il fasse 50-60 points, là. Il n'est pas dans les mêmes grâces un peu que son homologue dans le temps avec Chicago qui est à Détroit, là, qui a fait pas mal plus de points cette année. Malgré cette saison plus décevante du côté des Jets, il y a quand même des joueurs qui se sont illustrés. Tu as parlé de Mark Scheifele, première fois qu'il atteint le plateau des 100 points cette année. Quelle saison? 103 points en 82 matchs. Kyle Connor, qui a connu, je pense, comme sa 2e meilleure saison en carrière. Avait une saison, 3e meilleure saison en carrière. Il avait une saison de 93 points en 2021-2022 et 97 la saison dernière. Cette année, petite régression à 92 points. 39 buts. L'année passée, il en a eu 41. Donc, peut-être les gens. Là où ça fait mal, par exemple, c'est plus 17 la saison dernière versus moins 2 cette année. Là. Mais quand même, il a livré la marchandise. Il y a des joueurs aussi qui ont connu une bonne saison, comme Gabriel Villardy, là, que lui, il est parti de loin. Là, il avait été repêché 11e par les Kings. Il a eu des blessures et ça a été long avant qu'il se mette en marche. Mais là, sa 2e saison de 60 points là, avec les Jets. Cole Perfetti aussi, c'en est un qui a manqué des matchs. Et Morrissey a manqué des matchs aussi. Morgan Barron, même si c'est pas un joueur élite, c'est quand même un bon employé de soutien, a manqué des matchs aussi. Nino Niederreiter aussi a manqué des matchs. Mais tu sais, malheureusement, du côté de Winnipeg, je pense qu'on n'a juste pas réussi à remplacer la perte de Nicolas Ehlers vu qu'il est parti là, du côté de Winnipeg. Tu regardes justement les points.
t'as Shifley à 103, t'as Connor à 92, Villardy 69, puis après ça, t'as Perfetti à 32. Il y a un méchant écart là, à ce niveau-là. Donc, ça va peut-être être le défi du côté des Jets là, cet été d'aller chercher là, la production secondaire, des compléments là, pour aider justement le gros trio des Jets, parce que présentement, on en a juste un gros trio actuellement. Est-ce que ça passe par des jeunes comme Brad Lambert, qui a quand même eu 25 matchs cette année, mais seulement 6 points? Est-ce que c'est Isaac Rosen qui a été acquis là, dans la transaction avec les Sabres de Buffalo, qui est un autre choix de première ronde là-dedans? Est-ce que c'est lui qui peut peut-être venir brouiller les cartes? Sinon, en bas, on a des gars comme Colby Barlow. Est-ce que c'est lui qui va peut-être être le prochain? On a aussi... Dans la filiale, t'en as quand même des bons qui s'en viennent. Là. En tout cas, moi, je pense que Braden Yeager va probablement avoir sa chance éventuellement. Jacob Julien, je ne sais pas. Là. Ça reste que c'est peut-être un grand bonhomme. C'est un projet comme le centre. Kobe Barlow devrait aussi peut-être faire un bout de chemin de foot tentant, mais on n'a pas de joueur offensif qui s'en vient vraiment là, pour aller chercher une deuxième ligne, un top 6. Là. C'est mon opinion, mais... Il y a peut-être Chibrikov là, qui quand même fait bien dans les... a quand même eu une première saison intéressante, mais après ça, ça s'est dégradé malheureusement, mais c'est un choix de deuxième ronde en 2021. Mais c'est sûr qu'on a quand même on a été victime un peu de nos succès du côté des Jets. On n'a pas eu des hauts choix tant que ça dans les dernières années. Donc, c'est un peu pour ça. Mais la transaction de Yeager, ça a été quand même une bonne transaction, sachant que McGroarty ne voulait pas jouer à Winnipeg, mais Yeager, c'est un joueur offensif dans le junior. Puis je pense qu'il a quand même bien fait dans la Ligue américaine aussi. Une trentaine de points. Là. Trentaine de points, mais c'est sa première saison dans la Ligue américaine aussi. Donc, c'est quand même pas mal là, comme production. Ouais, Garrett Brown, défensivement, qui a signé un contrat là, de 2 ans, lui qui joue aussi dans la NCAA, qui va peut-être aider un petit peu la brigade défensive. Là, c'est sûr qu'on n'a pas une grosse défensive, on a des signatures à refaire cette année. Mais quand ton meilleur défenseur, c'est Josh Morrissey et Neil Pionk, il te manque quand même un certain assaut. On n'a pas de défenseur vraiment offensif. Là. Morrissey fait une très, très bonne job. On a personne un peu pour l'aider. Mais je pense que c'est comme tu dis, Max, on a eu tellement eu des bonnes équipes avec un gardien de but tellement élite longtemps que là, c'est difficile. C'est pas Tampa Bay, Winnipeg. C'est pas une place une destination prime dans la Ligue nationale. Donc, c'est difficile pour eux d'aller chercher des joueurs ou des joueurs de soutien de luxe, un peu comme les Gourdes de ce monde, des affaires comme ça. C'est pas des Lekonen, c'est pas des places qui vont aller chercher à être. Donc, c'est un peu Kevin Shadow-Deoff fait un peu de la magie avec eux autres, puis je pense que l'année prochaine, ils vont être meilleurs. Là. Évidemment, avec un gardien de but à 82 matchs, ça va aider beaucoup du côté des Jets. Donc, tu penses que les Jets vont avoir une hausse là, la saison prochaine? Ouais, ils vont rebondir, selon moi. Je vais aborder dans ton sens, mais peut-être pas une hausse si remarquée que ça, par contre. Je pense qu'on va se tenir un peu dans ce qu'on est présentement avec quelques victoires, là, peut-être de plus, parce qu'évidemment, quand on regardait numéro 1, pas mal pour toute la saison, ça donne un coup de pouce. Même chose pour ton défenseur numéro 1, oui, en Morrissey aussi. Si tu peux l'avoir pour toute la saison, ça va grandement aider. Mais je pense pas qu'on est au niveau des autres gros clubs dans l'Ouest, malheureusement. On a perdu des plumes, puis il manque vraiment deuxième, troisième trio. Ça prend vraiment de l'offensive. Ça fait penser au pot Canadien il y a quelques années. Tu avais juste Caulfield, Suzuki. Après ça, tu cherchais qui? Bon, là, tu as Slav qui est arrivé, tu as Demidov qui est arrivé. Puis là, c'est venu un peu mettre les joueurs dans la bonne chaise. Là. Slavkov, quelque chose. Slavkov Skill, je connais pas, c'est qui ça? Lui qui en a mis 3 là, premier match en série contre le héros in town. Sinon, dernière équipe, Stéphane. Ouais. Dans l'Ouest, si on compare. Celle-là va être bonne dans longtemps. Ouf. Les Sharks de San Jose, Stéphane, la saison dernière, 52 points. On était pourris par-dessus pourris. Ah, vraiment. Différentiel de moins 105 pour les buts pour buts contre. C'est le pire de la Ligue et de loin. Oh, solide. Cette année, on était dans la course jusqu'à la toute fin. Ouais. On a terminé avec 86 points, donc quand même 36 points de plus que plutôt 34 points de plus que qu'est-ce qu'on a fait la saison passée. Moins 41, le différentiel, c'est moins pire. Et tu as Macklin Celebrini qui a été fumant durant toute la saison. C'est le mot.
Écoute, la progression a été là du côté des Sharks, puis là, je pense qu'on s'en va juste vers le haut. Là. Ah, ben là, écoute, tu peux pas aller vers le bas. Pas avec je pense que ce que McLean Slibberny a fait cette année, c'est un statement en disant donnez-moi une équipe, je vais vous donner la Coupe Stanley. Là. Honnêtement, c'était incroyable de voir ce joueur-là. Là, jusqu'à la toute fin, a fait de la magie. Avec 115 points, pensez-y. Il a battu le record de Joe Thornton avec les Sharks San Jose dans son dernier match. Il a fini ça plus 8 avec une équipe. Là. Puis attachez-vous. Là. Attachez-vous à un arbre, il vente. Là. OK, là? McLean Slibberny a fini à plus 8. Alexander Wenberg, moins 25. William Eklund, moins 31. Dimitri Orlov, moins 28. Pensez-y, là. Prenez quand même les. Puis Will Smith a fini à plus 1, c'est incroyable. Puis Colin Graff, c'est un free agent NCAA, là, plus 6. Mais on a connu de la difficulté incroyable sur le bottom 9, là, le fameux dernier 9. Mais le premier trio a été tout feu, tout flamme toute la saison. Avec 115 points. Le deuxième, c'est Will Smith à 59 points en 69 matchs. C'est quand même très bon. Écoute, c'est une saison exceptionnelle. Puis honnêtement, là, si je suis Mike Greer, là, j'ai 20 millions d'espace en plus cet été. Avec le cap salarial qui va augmenter, la seule grosse signature que j'ai à faire, c'est Ryan Reeves. Puis ils l'ont tout aimé là-bas à la mer. Je pense qu'il ne reviendra pas. Moi, je pense qu'il va signer un an à 1 million sans problème. Oui, les Sharks l'aiment bien, honnêtement. Puis Celebrini l'a bien aimé aussi. Je pense qu'il a pris soin des jeunes. C'est un vétéran. C'est un gars qui est prêt à la guerre pour les jeunes. Puis je pense que lui a aimé le rôle qu'il a joué. Il va jouer à 40 ans, selon moi. As-tu vu la défensive, par contre? Il y a du contrat à renouveler. C'est là que je m'en vais. En fait, il n'y a plus de défensive. Il reste Orlov à un an qui reste à 6,5. Le reste, John Timber, Nick Leddy, Mario Ferraro, Vincent Desharnais, puis Mukamadulin. Poup! Il reste plus personne. C'est débile. Donc, tu sais, Mike Greer qui pensait avoir une reconstruction lente a réussi à avoir le premier choix et tout un choix avec McLean Celebrini. Et là, cette année, Michael Misa, c'est la première saison. Will Smith, deuxième saison. Colin Graff a signé à un late NCAA, a signé avec un contrat, va être à re-signer encore. Sheshnikov, encore même chose, une signature jeune. William Englund commence son contrat à 5,6. Il va y avoir Zach Obstachuk à signer. On a plein de jeunes dans cette équipe-là, avec des vétérans qui gagnent pas cher. Wenberg, 6 millions. Tyler Toffoli, 6 millions. Logan Couture, qui n'a pas joué, là. Puis je pense pas qu'il va rejouer un jour. À 8 millions, je pense que lui va faire un Patrick Lenné de son temps. Là, il va rester dans le roster juste pour qu'on paye son salaire. Mais cette équipe-là, honnêtement, là, si elle est bien construite au cours des prochaines années, va pouvoir être très, très, très bonne. La seule bémol que j'ai, c'est devant le filet. Est-ce que Askarov peut faire vraiment la job à long terme? Je le sais pas. Oui, il gagne juste 2 millions, c'est pas la fin du monde. Puis Nedeljkovic a connu quand même une très bonne saison à 3 millions. Tu sais, pour les gardiens de but les prochaines, c'est 5 millions pour les deux, c'est pas beaucoup. Et après ça, là, c'est les contrats de racheter qui font mal. Puis honnêtement, c'est pas si pire parce que vous allez me dire, OK, mais Rick Carlson, c'est 1,5 million. Thomas Hurtel, 1,38. Marc Vlasic, 1,16. Martin Jones, 1,6. Mais si vous calculez chaque petit dollar, ça fait quand même un 5-6 millions de moins. Une chance qu'on a une jeune équipe. Une chance qu'on a des jeunes joueurs qui ne gagnent pas beaucoup de salaire. Puis on a un choix top 12 en plus protégé en première ronde là, si Edmonton ne fait pas un échange de son premier choix en 2027. Puis c'est fait, donc il va y avoir un choix top 12 protégé, mais ça reste qu'on a 2 autres choix de repêchage en première ronde, mais on n'a plus rien après. Là, un choix de deuxième, 2 choix de 4, un choix de 5, celui de Montréal, et un choix de 6, celui des Flyers. Donc, du côté de Mike Greer, on va vraiment avoir la main à la porte pour aller chercher les joueurs autonomes cet été. Pour faire des grands coups. Honnêtement, je pense pas qu'il y a grand joueur autonome de 30 ans qui ne voudrait pas jouer avec McLean Celebrini puis relancer un peu sa carrière à la Martin Necas faite avec l'Avalanche. Donc, honnêtement, je vois juste du bon pour les Sharks, Max. Puis, on va peut-être se battre encore pour les séries l'année prochaine, mais j'ai l'impression que dans 3 ans, on va parler des Sharks qui sont une équipe favorite dans l'Ouest. Il va rester à voir si Edmonton, Colorado, Minnesota, Dallas peut garder vraiment la croisière aller. Mais les Sharks vont être au sérieux. Moi, je pense en 2022-2029, les Sharks vont être à prendre au sérieux dans l'Ouest. Puis c'est quoi, Stéphane? On n'a pas nommé Philippe Bistet qui est meilleur pointeur du côté du club école qui devrait s'en venir.
On a Quentin Musty aussi, qui est un autre choix de première ronde, fin première ronde, mais qui fait quand même bien, là, 45 points sur des matchs dans la Ligue américaine. On a Casper Altunen qui pourrait être un autre espoir intéressant. Cam Lund aussi. Écoute, c'est même pas tout le monde qui est arrivé encore dans cette équipe-là. Puis tu as Sam Dickinson qui est recru à la défensive, qui va prendre du galon aussi. Il y a du stock là, qui s'en vient. C'est pas terminé. Et puis, tu sais, Stéphane, on parle beaucoup de la masse salariale. Est-ce que ça peut être une équipe qui pourrait entrer dans le derby Connor McDavid s'il ne revient pas à Edmonton? Imagine, tu as Celebrini et Connor McDavid comme 1-2 punch au centre. Bonne chance. Ouais, ça va commencer à faire un petit club intéressant du côté de San Jose, honnêtement. Oui, parce qu'on n'a pas de contrat. C'est comme le Canadien de Montréal, mais encore moins de contrats. Puis le Canadien de Montréal a des contrats à long terme. Le seul contrat à long terme qu'on a dans cette équipe-là, c'est Kiefer Sherwood jusqu'en 2030-2031 à 5,7, qui est un joueur qui peut vraiment une peste, qui peut te faire du bien. Il a juste 31 ans. Il va finir ça à 35 ans. C'est parfait. Il va être un bon vétéran. Tu vas libérer, puis moi je pense que Logan Couture, on va probablement l'acheter ou on va le dropper dans une équipe qui a besoin de la masse salariale, là, genre le Kraken ou genre une équipe comme ça là, qui va finir dernier puis que la masse salariale sera pas bonne. Là. Mais j'ai l'impression que on va libérer encore plus d'espace cet été du côté des Sharks pour aller chercher vraiment un ou deux gros joueurs d'attaque ou un très bon défenseur. J'ai hâte de voir le marché autonome. On n'a pas des gros noms quand même cet été, Max, mais j'ai l'impression qu'on va faire de la magie du côté de Mike Grier. J'ai hâte de voir le prochain contrat de Macklin Celebrini, par contre. Oh. Mais ça, honnêtement, là, je regardais ça, les nouvelles, Max, puis il y a beaucoup de joueurs vedettes. Connor Bedard l'a dit, les gars sont prêts à avoir moins d'argent précédé dans leur équipe si on voit que ça l'avance. Tu sais, je pense que les Blackhawks, c'est la même chose avec Connor Bedard. Je pense qu'il voit ce que les Blackhawks veulent faire. Je pense qu'il est prêt à accepter moins, mais il n'acceptera pas 12 millions comme McDavid. Là. Ils vont accepter peut-être un 15 ou un 16 millions, mais ils n'iront pas à 20, tu comprends-tu? Et honnêtement, j'ai hâte de voir dans les prochaines années ces joueurs vedettes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu sais, je ne sais pas le contrat de Kucherov finit quand, mais ça peut être un contrat qui va faire mal aussi. Mais j'ai l'impression que les joueurs comprennent un petit peu mieux la masse salariale, puis ils savent, là, si je gagne 20 millions, mais j'aurais peut-être pas de troisième ligne qui a du sens, mais je ne gagnerais pas la Coupe Stanley pareil. Donc, c'est quoi tu veux gagner? La Coupe Stanley qu'une équipe qui t'a monté, puis qui t'a monté à national, puis t'a fait de l'œil, puis qui a permis que tu sois bon, ou de gagner Coupe Stanley jamais, ou jamais gagner Coupe Stanley, je veux dire. Donc, je pense que ça fait quand même réfléchir les gens pas mal plus qu'on pense. Ben écoute, c'est ce qui m'est fait, Stéphane, dans notre fameux tour d'horizon, de passer à travers toutes les équipes qui n'ont pas fait les séries. Lorsque les séries seront terminées, on fera le tour d'horizon de ceux-là qui étaient qualifiés pour les séries. Puis savoir maintenant qu'est-ce qui s'en vient pour ces équipes-là. Parce que eux aussi, même si eux, présentement, sont heureux, font les séries, il y a quand même des grosses décisions qui vont se prendre à la fin de la présente saison. Mais là, on va se concentrer justement sur les séries éliminatoires, mais on va pas parler des matchs nécessairement, on va pas parler nos prédictions et tout ça. Comme j'ai dit tantôt, si vous voulez tout ça, allez sur notre YouTube, le Hockey sur demande, sur notre dernier live, celui du 20 avril plus précisément. C'est là qu'on parle plus des premiers matchs, nos impressions et tout ça. Donc, c'est là que vous allez voir aussi nos prédictions en même temps. Mais là, je veux qu'on parle des séries sous des petits thèmes. Et le premier, c'est les équipes canadiennes, parce qu'il y en a 3 qui participent actuellement aux séries. Il y en a 2 dans l'Est avec le Canadien et les Sénateurs. Et dans l'Ouest, il n'y en a qu'une seule, et c'est les Oilers d'Edmonton. Et Stéphane, je te lance sur une première question. Sur ces 3 équipes-là, laquelle tu penses a le plus de potentiel de faire le plus long chemin en séries éliminatoires entre Edmonton, Montréal et Ottawa? Ce serait quoi ton choix? Écoute, moi, c'est vraiment entre Montréal et Edmonton. Moi, je pense que les Canadiens de Montréal ont une ouverture dans l'Est. Oui, Buffalo va être bon. Oui, puis honnêtement, ce soir, les Hurricanes, c'est 2-2 contre les Sénateurs pendant qu'on se parle, là, mais c'est une série d'après moi que les Hurricanes. J'aimerais ça que les Sénateurs passent, mais je pense que les Hurricanes ont un petit peu de marge d'avance. On en a parlé dans l'autre podcast, Max, mais dans l'Ouest, c'est la même chose. J'ai l'impression que ça va être une varlope des Oilers pour tout le monde, ou ils vont se faire varloper en première contre les Ducks. Puis j'ai l'impression que Edmonton, encore cette année, a une chance de se rendre loin. Je pense que la seule obstacle qu'ils ont, c'est l'Avalanche, qu'ils vont rencontrer juste en finale de l'Ouest. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'encore une fois, malgré tout, je peux pas aller contre McDavid. C'est un gars qui peut faire 50 points en série, puis on va être même pas surpris.
Mais je l'ai dit tantôt, un rêve de série, vous savez, je suis un fan des Red Wings. Mon rêve des séries, ça serait vraiment Oilers canadiens en finale. Ça serait parfait pour une victoire enfin au Canada pour fermer la trappe à Gary Bettman. Puis honnêtement, je pense que les deux équipes ont la chance d'y aller. Mais dans l'Est, ça va être difficile. Mais dans l'Ouest, je pense qu'il y a comme 3 grosses têtes de séries. Puis le fait que le Wild et les Stars se battent un contre l'autre présentement va enlever vraiment une grosse affiche à ce côté-là. Puis je vois mal qui peut battre Colorado et Edmonton jusqu'en finale. Ben écoute, je ne veux pas faire rêver trop les gens, mais moi, je pense que c'est le Canadien. 100%. Parce que comme on l'a dit tantôt dans l'autre podcast, si vous voulez aller l'écouter, dans l'Est, c'est tellement ouvert. C'est épouvantable. Même avec les Hurricanes qui ont terminé avec 113 points, tu peux pas dire qu'ils ont vraiment une grosse coche au-dessus du Canadien. Les Canadiens, ils ont battu 2 fois en saison régulière. Je sais que la saison régulière et les séries, c'est différent, mais c'est pas comme dans l'Ouest avec l'Avalanche que c'est peut-être moi qui ai trop une grosse évaluation de l'Avalanche, mais moi, je les vois vraiment au top. Oh, ouais. Puis t'as le reste. Mais dans l'Est, j'ai pas ce sentiment-là. Puis je pense qu'honnêtement, je regarde les équipes qu'il y a dans l'Est, puis je pense vraiment que le Lightning, c'est le plus gros test du Canadien. Si le Canadien passe le Lightning, j'ai comme l'impression que le reste va être très possible, mettons, pour se rendre jusqu'à la finale. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis juste que tu n'as pas de Panthers de la Floride là, qui vont te brasser là, comme ça se peut pas. Ça va être quand même assez. Il y a peut-être les Flyers, des grosses équipes, peut-être que les Canadiens vont peut-être avoir un petit peu plus de misère, mais tu sais, Buffalo, c'est quand même jouable. Boston, ça sera pas facile, mais c'est jouable aussi. Caroline, je pense que c'est jouable aussi. Pittsburgh ou Philadelphie, comme j'ai dit, Philadelphie, c'est tout à fait hostile quand tu joues là-bas. C'est jamais facile, mais en même temps, c'est pas une équipe. C'est pas les Broad Street Bullies non plus dans le temps. Là. Je veux dire, c'est pas les. Ils n'ont pas tant d'arracheurs de tête tant que ça dans cette équipe-là. C'est juste pas le fun de jouer à Philadelphie à cause de la foule qui est très hostile et tout ça. Exact. Mais pour l'équipe, c'est plus des joueurs de talent, plus des joueurs, moins de joueurs, surtout qu'en plus que Delaurier n'est plus là aussi. Tu n'as plus tant de joueurs qui sont vraiment là pour prendre de grosses enjambées et étamper des joueurs dans. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait avant. Ouais, maintenant, tu regardes quand ils ont joué en 2010 contre eux, là, dans le fameux printemps à Lac, là, il y avait une équipe vraiment robuste, là, les Flyers. C'est ça qui a un peu coûté à Siri aux Canadiens. On était trop petits, on n'avait pas de réponse à ça. Et on se faisait étamper à gauche et à droite, puis c'est ça par des Scott Hartnell de ce monde qui faisaient la pluie de beau temps. Là. On dirait que cette année, elle n'a pas tant des joueurs de la sorte, donc ça pourrait être open. Alors que dans l'Ouest, j'ai comme l'impression que dès qu'Edmonton vont jouer contre Colorado, j'aime pas les chances des Oilers parce que je les trouve pas assez bons défensivement. Puis devant le filet, c'est tout un point d'interrogation. Tu sais, à soir, comme tu as dit dans l'autre podcast, on démarre Ingram. Pour ça, même pas si ça va être lui qui va finir la série. Parce qu'on va peut-être en passer un autre, puis un autre, parce que ça offre pas le travail. Là. Fait que, c'est trop un point d'interrogation pour moi à ce niveau-là, du côté des gardiens de but. Oui, puis on peut se faire mal, nous autres mêmes, du côté des Oilers, justement, si on n'est pas capable d'avoir un gardien de but qui fait la différence. Parce que du côté des Colorado, on sait que Wedgwood, en tout cas, cette saison, a fait le travail, puis il l'a fait déjà en série. On sait qu'il va être bon en série. Mais les Oilers peuvent exploser. On le disait un peu dans l'autre podcast. McDavid peut te faire 4 points ou 5 points dans une rencontre, puis tu n'as rien vu aller. C'est là un peu la force des Oilers. Draisaitl revenait ce soir. Ça aussi, ça va aider, mais il va rester à voir s'ils vont être capables d'être robustes. Un dans les Oilers là, que j'aime bien, c'est Colton Dach. Là. On n'en parle pas beaucoup. Là. C'est un jeune homme de 6 pieds 4, 220. Un gars de l'Alberta qui a vraiment le logo d'Edmonton sur le cœur. Il n'a pas fait vraiment beaucoup de points cette année, mais c'est un gars qui fait beaucoup, beaucoup de mises en échec. Va se battre, va laisser son cœur sur la patinoire. Puis ça, on n'avait pas ça à Edmonton, je pense, depuis longtemps. Un gars de même qui va rassembler, même s'il est jeune. T'as pas de Cousin aussi qui n'est pas piqué des verres. Là. Quand il décide de péter une fuse, ça part d'un bord puis de l'autre. Donc, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus d'englobage. Tu sais, Trent Fredericks reste Trent Fredericks. C'est un gars qui peut dropper gain n'importe quand, qui peut déranger. Ce que j'aime beaucoup cette année, c'est Mathieu Savoie a connu une bonne saison, une bonne fin de saison, en tout cas, du côté d'Edmonton. Donc, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus de morceaux que les autres années pour se rendre loin. Mais, comme tu dis, Max, on a la grosse machine de l'Avalanche qui est de ce côté-là qui est. Hey, l'Ouest, c'est fort, là. Pensez-y, là. Minnesota,
Dallas, c'est 1-1 présentement. C'est un gros match. Là, je le regarde sur mes 12 écrans parce que ça me prend 12 écrans pour regarder et te parler, Max. Mais même chose pour Edmonton. Merci de me consacrer un écran pour moi. Ben oui, t'es là. T'es super beau. Là, on a vraiment 4 grosses équipes qui s'affrontent. Dont 2 qui s'affrontent un contre l'autre. Puis, Vegas reste Vegas. On en a parlé dans un autre podcast. C'est une équipe qui est grosse, une équipe qui est habituée dans la série. C'est une équipe qui va être dure à battre quand même dans l'Ouest. Versus l'Est, c'est un peu ouvert. Là, tellement de surprises. Là. Qui voyait Buffalo? Là? Qui voyait Boston? Là? Qui voyait Pittsburgh? Là? Qui voyait les Flyers? Là? Qui voyait Ottawa en série? Personne. On savait que Montréal, Tampa Bay, Caroline ferait les séries. On pensait tout que New York serait là. On pensait tout que les grosses épiques qu'on pensait dans l'Est. Floride, Floride, il y a eu les blessures. Là. Évidemment, ça, c'est un peu contre leur gré, mais on pensait toutes que ces équipes-là passeraient. Puis là, on a vraiment une conférence de l'Est complètement différente cette année, qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Là. Maintenant, un autre thème que je veux qu'on aborde, c'est les équipes qui jouent gros. Parce qu'à chaque printemps, il y a des équipes que c'est un peu ça passe ou ça casse. Des équipes que c'est peut-être leur dernière chance avant que la fenêtre se ferme. Je te pose la question, Stéphane. Selon toi, quelle équipe parmi les 16 qui se font les séries actuellement joue le plus gros ce printemps? Que ça pourrait avoir de grosses conséquences si on devait échouer? Ah, moi, c'est sans aucun. Il y a une équipe pour moi, c'est les Stars de Dallas. Les Stars? Moi, je pense que c'est les Stars. Si on n'est pas capable de passer cette saison-là encore du côté des Stars, je ne sais pas comment on va faire pour passer les prochaines. Pas que je ne fais pas confiance aux Stars. Vous savez, c'est une équipe qui est très, très bonne. Mais on joue gros du côté des Stars. Si on n'est pas capable de passer encore à l'étape supérieure, malgré une conférence de l'Ouest qui est très bonne, on est supposé être dans le top 3 des meilleures équipes dans l'Ouest. C'est mal parti, je te dirais, là, présentement, mais ça reste que pour moi, ça te prend une grosse entre. Si on perd en première ronde, je pense qu'il va y avoir des changements du côté des Stars de Dallas. On a une bonne équipe. Les vétérans vont avoir besoin de faire quelque chose. On a une masse salariale aussi quand même basse. Là, on a beaucoup de place. La masse salariale qui s'en va l'année prochaine à 21 millions. Mais des contrats comme Rantanen doit porter. Le Rupert s'est blessé, ça leur fait mal, mais Robertson n'est pas signé. Michael Bunting n'est pas signé. Jamie Benn, sa dernière saison, à 36 ans, va survenir, c'est le capitaine. Maverick Book est à re-signer. T'as Arthuiri à re-signer aussi dans les jeunes. Défensivement, Thomas Shertl commence son contrat de 10,5 millions l'année prochaine. Ça aussi, ça va jouer dans la balance. On a est-ce que Tyler Meyer va revenir? Il y a une saison d'un contrat d'1,5 million encore l'année prochaine, mais on a beaucoup de gros contrats du côté des Stars qu'on est un peu pogné avec et on n'a pas de troisième, quatrième ligne vraiment intéressante. Oui, Colin Blackwell, c'est bien beau, mais je pense pas que c'est lui qui va faire la pluie et le beau temps. Et on a une grosse masse salariale là, à 100 millions déjà du côté des Stars. Moi, je pense que si on échoue cette année du côté des Stars, ça va faire mal. J'ai l'impression qu'on va tester les joueurs, on va tester le marché dans une coupe de joueurs et là, il va falloir signer Jason Robertson. Est-ce que Robertson va vouloir avoir un 8 millions ou il va demander 12-13? C'est pas fait. Moi, je te le dis, les Stars ont beaucoup plus à perdre, moi, je pense, dans ces séries-là qu'on pense. Moi, je vais aller dans l'Est pour mon choix. Et c'est les Hurricanes de la Caroline. Je pense que les Hurricanes sont là dit tantôt. C'est le temps, là. C'est ouvert dans l'Est, là. T'as pas les Panthers, t'as pas à te frotter avec cette équipe-là qui est vraiment pas le fun à jouer. Ils ont perdu d'ailleurs contre les Panthers 2 fois dans les 3 dernières années. Contre eux, là, ils n'ont pas cet obstacle-là cette année. Puis tu sais, autant que je dis tantôt que tu sais, je pense pas que les Hurricanes ont une coche devant tout le monde. Mais ils n'ont pas une coche derrière personne non plus. Là. Je pense qu'ils sont censés être compétitifs à chacune des séries. Je pense qu'Ottawa, on va les passer, honnêtement, du côté des Hurricanes. La deuxième ronde, s'il fallait l'échapper, avec ce portrait-là qu'on a dans l'Est, je pense que ça serait vraiment une déception. Puis, tu sais, du côté des Hurricanes, même si on devait décevoir cette année, tu sais, leur noyau est encore là à long terme. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on va mettre la dynamite dans le club durant la saison morte. Mais est-ce qu'un gars comme Bradamo va être de retour? Je pense que son temps commence à achever de ce côté-là, si surtout on ne réussit pas à passer à la prochaine étape. Puis un peu comme les Maple Leafs de Toronto dans les dernières années, il va falloir commencer à se poser la question, est-ce que le cœur de cette équipe-là, est-ce que Sébastien Aho, Svechnikov, Jarvis, Ehlers, tu peux vraiment aller à la guerre avec ça?
c'est des questions qu'on va devoir commencer à se poser. Je dis pas que, comme j'ai dit, qu'on va mettre la dynamite dans tout ça parce que ça sera pas facile d'échanger tous ces contrats-là. Mais il va falloir commencer à penser peut-être à d'autres scénarios du côté des Vikings parce que là, ça fait quoi, là, 4-5 saisons qu'on est quand même compétitif. On ne réussit pas à aller à la prochaine étape. Puis, tu sais, là, c'est ouvert. Là. C'est là, là. Si tu as une année que tu peux aller en finale de la Coupe du côté des Vikings, c'est cette année. Là, parce que tu peux battre toutes les équipes là, actuellement. Tu n'as personne qui peut te mettre vraiment des gros bâtons dans les roues. Mais en même temps, comme j'ai dit, tout le monde peut battre tout le monde présentement dans ces équipes-là, mais tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, t'as pas de grosse équipe, t'as pas d'avalanche à passer, t'as pas de Wild ou de Stars à passer. Là. C'est des équipes qui ça sera pas facile, mais c'est des équipes qu'en principe, t'es supposé être capable de dépasser. Ouais, puis c'est pas une équipe qui a une grosse vedette. Tu sais, Sébastien Aho, on dira ce qu'on veut, là, ça reste que c'est pas une grosse vedette dans la Ligue nationale. Même chose défensivement. Tu sais, Jacob Slavin, c'est un des meilleurs défenseurs, mais défensif sur 200 pieds. Gustisberg, je ne prends pas là-dedans non plus. On n'a pas non plus. Tu sais, je pense que sans le vouloir, Brendan Boussy cette année a vraiment apporté. Tu sais, 31 victoires, 6 défaites. Il a un petit peu, je pense, venu brouiller les cordes en disant hey, on est tout seul sur notre île un petit peu dans l'Atlantique, dans la métropolitaine, excuse-moi. Mais je pense que ce ne sera pas si facile que ça pour les Hurricanes de Caroline, tu as raison. Mais ça reste que c'est une équipe qui est bien balancée. C'est une équipe qui savent où ils s'en vont. Stan Coven va commencer son contrat l'année prochaine à 6 millions. Même chose pour Jackson Blake à 5,1 millions. Donc, on a quand même signé des joueurs pour les prochaines années. On a Jordan Staal pour une dernière saison, Martinique pour une dernière saison, Taylor Hall pour 2. Je pense qu'on sait où on s'en va, mais je pense que tu as raison. La personne peut-être qui est le plus sur un siège éjectable en termes d'entraîneur, je pense que c'est Rob Brenamo. Tu as raison là-dessus. Écoute, Stéphane, avant qu'on termine le podcast, on est déjà rendu à la 47e minute. Je veux qu'on parle de la liste finale des recruteurs de la LNH qui a été sortie en vue du prochain repêchage, en fait, le repêchage de 2026 de la LNH. Et quand même une bonne nouvelle du côté de la LHJMQ parce que dans le top 32 en Amérique du Nord, il y a quand même 4 joueurs qui figure sur cette liste-là. Le meilleur du lot, lui qui est le mieux classé, en fait, c'est Manox Dagenet, le fils de Pierre Dagenet, pour ceux qui l'ont vu jouer avec le Canadien. Eh bien, c'est son fils qui évolue présentement avec les Remparts de Québec, qui a connu un début de saison plus lent, mais deuxième moitié de saison a vraiment là, appuyé sur l'accélérateur, si bien que c'est comme ça qu'il a pu monter là, dans les rangs. Donc, 15e rang. Sinon, un peu plus loin, on a Thomas Blail, je ne sais pas comment le prononcer, désolé si je l'ai prononcé un petit peu proche. C'en est un autre aussi qui a vraiment connu une grosse saison puis qui a grimpé dans les rangs au classement, a terminé quand même avec 81 points là, en 63 matchs. Et on parle d'un défenseur, c'est même pas un attaquant de ce côté-là. Ensuite, on a un autre défenseur qu'on a un peu comparé à Lane Hudson concernant son style de jeu. Xavier Villeneuve, qui est un petit défenseur, mais très talentueux. A des bonnes mains, bonne vitesse, 38 points en 37 matchs, a été blessé malheureusement pendant une partie de la saison. Et l'autre joueur qui termine au 19e rang. Donc, on a quand même 15, 17, 18 et 19 parmi le top 32. Et le 19e, eh bien, c'est l'attaquant russe là, du côté des Tigres de Victoriaville, Egor Shilov, avec 82 points en 63 matchs. Donc, bonne nouvelle. Sinon, en dehors du top 32, il y a quand même Liam Lefebvre, le 38. Il y a Charlie Morrison, le 39. Et ensuite, on a aussi Ryan Chudzinski du côté de Moncton. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on peut peut-être avoir... je pense pas qu'on va avoir les 4 qui vont sortir première ronde, mais il y en a peut-être 2-3 qui vont pouvoir se hisser. Là. En fait, du côté de Villeneuve, c'était quasiment assuré là, pendant un bout, mais là, il a quand même droppé un petit peu. J'ai hâte de voir. Ça l'a pas aidé. Dagenet, je pense qu'il peut sûrement sortir première ronde. Shilov aussi. Ouais, aussi. Donc, c'est une très bonne nouvelle là, à ce niveau-là. Sinon, du côté des gardiens de but maintenant, en Amérique du Nord, le meilleur de la LHJMQ qui est classé, c'est Yann Laris là, des Voltigeurs de Drummondville, qui est le 5e meilleur gardien en Amérique du Nord. Ensuite, si on va vraiment avec les Québécois, on a William Lasselle qui est le mieux classé. J'ai hâte de voir William ce qui va sortir. Oui, lui qui est, on se rappelle, passé de Rimouski vers l'Armada là, durant la saison. Donc,
On va chercher ce gardien de but en espérant faire un bon bout de chemin en série. Ouais, puis sans le Et couper, ensuite, Max, ce qui est drôle avec William Lasselle, là, c'est qu'il y a eu des meilleures statistiques avec Rimouski en 24 rencontres qu'avec l'Armada. Puis l'Armada, on y allait vraiment pour pousser en série. Rimouski n'était vraiment pas là. Il a fini avec 919 avec Rimouski, 915 avec Blainville, 2,11 avec Blainville, mais 2,82 avec les Rimouski. Mais en playoff, cette saison, il est incroyable. 8-2, 920, 2,5 avec 10 matchs à jouer, avec un blanchissage déjà. Je connais toutes des séries avec Blainville-Boisbriand. Là. Évidemment, c'est à côté de ma job, fait qu'on entend parler pas mal. Là. Mais j'ai hâte de voir. Je pense que William Lasselle a ouvert les yeux, je pense, à certaines équipes de la Ligue nationale cette année. Puis je pense que c'est un gars qui pourrait sortir dans les 2 premières rondes. Là. Si vraiment une équipe a besoin d'un gardien de but, un projet, quand même à moyen et court terme, là, je pense que c'est un gars qui pourrait sortir. Sinon, pour le top 20 des gardiens en Amérique du Nord, il y en a 2 autres là, de la LHJMQ. Là. Il y a Danaï Sheikov du côté des Olympiques de Gatineau et le gardien Jacoby Weiner là, du côté des Wildcats là, de Moncton. Donc, peut-être une meilleure cuvée que ce qu'on a vu dans les dernières années du côté de la LHJMQ, mais ça, on va avoir la réponse évidemment là, au mois de juin. Pour voir là, si effectivement on aura quelques joueurs qui vont sortir première ronde. Ça serait plaisant parce que, écoute, année après année, on dirait qu'on a un peu la même cassette là, qui joue. Là. Bon, les Québécois, on perd des plumes et tout ça. Ce serait le fun un peu de changer cette cassette-là puis d'avoir de meilleurs résultats là aussi. T'sais, on a eu Caleb Desnoyers qui est sorti quand même le top 5 là, la saison dernière, mais ça a été un des rares choix de la LGMQ qui est sorti. Là, ça a pas. Il y a eu lui qui a été un choix haut, mais après ça, ça a été long, mais qu'on en ait d'autres. Là, donc, on va souhaiter que ça va être une meilleure QV. Cette année. On va rester au Québec, Stéphane, parce qu'on va terminer ça avec la LHJMQ. Maintenant, on connaît le carré d'as, le top 4 là, des équipes là, qui vont se battre là, pour le trophée Gilles Courteau. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment de surprise. Là, tu regardes ça, c'est pas mal ce qu'on pensait qu'elle allait arriver. Moncton est là, va jouer contre l'Armada de Blainville. Ça va être la meilleure série des deux, je pense. Ça va être 2 très grosses équipes. Justement, on parlait de Caleb Desnoyers, fait partie là, de cette équipe-là. Du côté de Blainville, on a Justin Carbonneau, Bill Zonin, Xavier Villeneuve, William Lasselle, justement, qu'on a discuté. Et l'autre série, ce sera les Saguenayens de Chicoutimi face au Husky de Rouyn-Noranda. Les Saguenayens, écoute, c'est le rouleau compresseur là, présentement là, du circuit. C'est hallucinant. On a balayé les Moussets, on a balayé les Remparts. Puis si je ne me trompe pas, du côté de la série contre les Remparts, on a donné 2 buts dans toute la série. 3-1, 3-1, 4-0, 5-0. C'est hallucinant, honnêtement, du côté des Saguenayens. Là. En fait, les quarts de finale ont été un rouleau compresseur pour tout le monde. Le Moncton 4-0 contre Val-d'Or, 4-0 Chicoutimi contre les Remparts, puis les Huskies 4-0 contre les Cataractes. Il y a juste Blainville qui a fini 106 contre les surprenants, les régiments de la... Ouais, ça m'a vraiment surpris, eux, honnêtement. Ils ont gagné des bonnes séries. Eux autres, pour une première année, là, ça a été quand même... On a battu Cap-Breton 4-2. Ils sont bien défendus contre Blainville, mais là, honnêtement, ça va être... c'est les 4 meilleures équipes qui sont là. J'ai hâte de voir si Luca Beckman va réussir à garder Chicoutimi. Il est à 0,75 cette année. Là. C'est 0,962. C'est n'importe quoi dans ces séries-là, pour vrai. Puis, tu sais, Rudy Guimont aussi fait bien avec Moncton. Mais, écoute, j'ai hâte de voir. Ça va être toute une série, là, pour vrai. Là. Les demi-finales, si vous aimez le hockey intense, là, je pense que vous n'allez avoir pour votre argent dans cette série-là en masse. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner aussi tantôt en parlant des Remparts parce que, en fait, en parlant de Maddox Dagenet, il va rejoindre le Canada pour le tournoi des U18. Donc, au moment où où vous allez voir le podcast, le tournoi va être en cours. Ça commence là, comme le 22 ou le 23, le premier match. Donc, après l'élimination des Remparts, va les rejoindre. Donc, c'est une belle opportunité de se faire valoir aussi parce qu'on sait. Le tournoi des U18, c'est le dernier tournoi là, avant de passer au repêchage, justement. Tu joues contre ton groupe d'âge, donc c'est le temps là, de te démontrer que, tu sais, évidemment, ton classement ne se joue pas au tour des U18. Tu peux monter de quelques rangs, par contre, si tu as un bon tournoi, mais c'est surtout qu'est-ce que tu fais en saison. Mais tu sais, le U18, c'est comme la dernière étape là, avant de passer là, au fameux combine là, du côté de Buffalo avec les tests physiques et tout ça, les entrevues, puis après ça, là c'est le vrai spectacle là, qui commence là, avec le repêchage. Donc, très hâte de voir la formation canadienne là, qui
évidemment. Il y a des joueurs qui ne sont pas là. Il y a des 2007, parce qu'évidemment, c'est le groupe de 2008 qui joue là. Dans les 2007, il y a quand même des gros joueurs qui sont malheureusement pas là. Mais le Canada a quand même du succès dans les dernières années au U18, donc tout a des bonnes formations. Mais la Suède va être à regarder, honnêtement. Là, il va y avoir du gros stock. Malheureusement, Stenberg ne sera pas là. Ivan Stenberg, ça en est un 2007 lui aussi. Il ne sera pas là. Mais écoute, il va y avoir du gros stock du côté des Suédois. Donc, si vous n'êtes pas rassasié avec les séries éliminatoires, avec les séries de la LHJMQ, avec les séries, le Rocket va être en série bientôt aussi. Si ça vous en prend encore plus, ben regardez le U18, là, c'est peut-être du beau hockey aussi. Et ça vous permet aussi de voir un peu la relève, là, parce que pratiquement les meilleurs espoirs qui ne sont pas en série actuellement, ben ils sont là. Fait que, c'est une belle occasion là, de suivre tout ça. Exact. C'est gros match à soir, mon Max. C'est le fun. Hein. là, tu regardes tes 4-5 écrans, là, qu'est-ce qui se passe de bon? Prolongation d'un bord, deuxième, l'autre, les Oilers ont scoré un très beau but de Dickinson, justement, un autre joueur de soutien. Donc, honnêtement, là, Gary Bettman, on sait comment les formats des séries est fait. Moi, j'aime pas ça, mais ça reste la première ronde, c'est bon. Et là, c'est fait. Caroline qui marque. Un but de Mark Jankowski. Wow! 2-0 Caroline. J'avais ça sur ma carte de bingo que c'est Jankowski qui allait marquer le but gagnant. Évidemment, Hurricanes. Ben bref, vous avez beaucoup d'options de hockey présentement, puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter aussi. Donc, et nous, ben évidemment, Stéphane, c'est ce qui met fin au podcast. Encore une fois, merci beaucoup de ta merveilleuse présence. Et je vais te souhaiter un très bon match de série du côté de Montréal. Je le fais ça. Je suis un brin jaloux, honnêtement. C'est même pas toi le partisan du Canadien, puis c'est toi qui vas voir les matchs en série. Non, honnêtement, je te souhaite vraiment une belle expérience, puis j'espère que tu auras de très belles choses à nous raconter lors du prochain podcast. Et aussi, on va essayer évidemment d'avoir les gens du Kraken, parce qu'évidemment, ils sont sacrés champions là, dans leur ligue de leur côté. Donc, évidemment, on va essayer de récolter les commentaires de tout ça. Mais en attendant, on vous remercie encore une fois de votre précieux soutien. N'oubliez pas d'aller voir nos podcasts aussi, nos directs sur la page Facebook, pas la page Facebook, mais le YouTube d'Hockey sur demande. Donc, si vous voulez plus de contenu, eh bien, allez voir tout ça. Sinon, ben, encore une fois, bonne semaine d'hockey, bonne série et on se dit à la prochaine pour une autre édition de podcast. À plus tout le monde. Bonne semaine!